21h, 20h, moi je viens en train de penser On est à 20h12 exactement. 20h12, c'est vrai, petit retard, excusez-nous, voilà, c'est les aléas du direct, mais on est là, on s'en fout, c'est Sex and Sun et on va passer une heure de folie avec mes copines Queenie et Marie. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous aussi vous allez bien les sexolars. Hello, ben ça va bien et comme Maxi l'a dit, on est pour une heure dans votre émission qui parle de sexualité, de confiance en soi, de rapport au corps et de plein d'autres sujets assez croustillants. Et d'ailleurs, on vous donne la parole, on vous donne l'occasion de poser toutes les questions parce qu'on a avec nous notre experte en sexualité et en coquinerie en tout genre. Comment vas-tu, Marie? Ça va super bien, Queenie, et toi? Voilà, moi c'est Marie, je suis votre expert sexo pour ce soir. Voilà, et si vous avez quelques questions sur vos expériences sexuelles, sur les mythes, par exemple, vu que c'est le thème de ce soir. Voilà, vous venez me les poser en soum-soum dans les commentaires et je vous y répondrai. Alors, Kila, moi, je te propose que tu nous lances notre petite roulette pour qu'on parte dans les préliminaires. Alors, il y a quoi au menu? Au menu, ce soir, on vous posait cette fameuse question. Combien de temps dure un bon coup? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de tous les stéréotypes qu'il peut y avoir autour de la sexualité, les stéréotypes qu'il peut y avoir autour de certaines nationalités. Par exemple, on dit souvent, oui, les Noirs ont un gros sexe, les Asiatiques sont plus serrés, les Blanches sont plus dociles, et blablabla. Il y a toujours tout un tas de stéréotypes qui ne sont absolument pas vrais. Enfin, en tout cas, on va essayer de les déconstruire ce soir dans l'émission. Et là, la première question qu'on vous pose, c'est autour d'un stéréotype sexuel, de performance. À votre avis, combien de temps dure un bon coup? N'hésitez pas à nous balancer toutes vos impressions en commentaire et combien de temps, selon vous, dure un bon coup. Et puis Marie va nous donner la bonne réponse, s'il y en a une. C'est ça, est-ce qu'il y a une bonne réponse à cette question? Parce que vous en pensez quoi dans les commentaires? Et bonsoir à tous ceux qui sont en train de débarquer. Écoute, on nous demande c'est quoi le sujet. Je viens de l'énoncer. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler des stéréotypes qu'il peut y avoir autour de la sexualité, autour des nationalités, des origines, autour aussi des hommes et des femmes, certaines choses que les hommes peuvent faire apparemment et pas les femmes. Tous ces stéréotypes qui peuvent y avoir, on va essayer de les déconstruire ce soir avec notre experte sexo et ma copine Maxi. Elle est où? Coucou! Elle est en bas. Et donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, à votre avis, combien de temps dure un bon coup, selon vous. Maxi, est-ce que toi, tu as un temps, toi, de bon... Enfin, pour toi, il y a un certain temps? Je pense pas qu'il y ait de temps, en fait. Chacun se satisfait de ce qu'il a, quoi. Il y en a certainement pour qui 8 minutes, ça craint, et il y en a d'autres où c'est parfait si ça fait 35 minutes, alors que pour moi, 35 minutes, je trouve ça a little bit long, mais ce n'est que mon avis. 35 minutes, c'est long pour toi? Ah ouais, c'est long. Franchement, c'est de la cardio. Fatigant, Vous n'allez pas me dire le contraire. Donc voilà, jamais je me moquerai maintenant que j'ai grandi. Parce qu'avant, je pense que j'aurais jugé sans savoir. Alors que maintenant, tu vois, tu comprends certaines choses des réalités. Et tu dis, non, s'il y en a 8 minutes, c'est bien pour eux. Ben, c'est bien pour eux. Alors, on nous demande, est-ce qu'on va rester jusqu'à 21h15 vu qu'on a commencé un peu plus tard? On va vous faire l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc, oui. on va aller jusqu'au bout de l'heure et on ira jusqu'à 21h12. Exactement. Voilà. Alors, ici, on commence à nous mettre quelques commentaires. Il y a Mangafun qui nous dit 40 minutes pour un bon coup. On a Cécile qui nous dit ça dépend, clairement. Franchement, et là, c'est I'm a Star qui dit je pense que c'est propre à chaque couple. Il y a Donnyfield qui nous dit 2 heures. Alors Mangafun qui nous dit 20 minutes de préliminaire, après c'est au feeling. Alors il y a Sam Black qui dit 2 heures. Ouf. J'ai déjà chaud. 2 heures. 2 heures tous les jours. Non, mais après, c'est la flemme, non? T'as pas la flemme à un moment? Enfin, j'ai oublié ton nom, enfin, la personne qui vient de dire ça. T'as pas la flemme, après, t'as pas envie d'abandonner? Mal aux adducteurs, trop de sport. Tu vois, genre ce genre de blessure de guerre, tu vois. Ah, il y a Acrogram qui a une réponse assez sympa qui dit le temps de 2 orgasmes. Ça peut prendre longtemps. Mais ça dépend de chaque personne. Mais ça dépend de chaque personne. Pour certaines ça personnes, pourrait. Je change mon peu en pourrait. Je change mon peu en pourrait. Ça pourrait. Alors, on nous dit ici, Fabrice nous dit avec les plus ou moins 30 minutes. Il y a Yacine qui nous dit 20 minutes, mais intense.
Alors, un bon coup n'est pas timé. C'est un compagnon qui saura être à l'écoute et créer une osmose avec l'autre. Ça peut durer 2 minutes comme 20 minutes. J'aime beaucoup cette réponse. Comment tu t'appelles? Comment s'appelle la personne? C'est Piece of Slake. On t'applaudit. On peut l'applaudir. C'est comme ça que tu commences ta réponse. On aime bien sa réponse. Est-ce que c'est la bonne réponse, Marie? Mais justement, il n'y a pas de bonne réponse parce que je reçois beaucoup de questions en DM, surtout par des hommes. Et la plupart des questions, elles portent sur la performance. Donc, ça veut dire combien de temps dois-je durer pour apporter du plaisir à ma partenaire? Est-ce que mon sexe est assez grand pour que je lui donne du plaisir? Qu'est-ce que je dois faire, etc. pour que je sois une ou un bon partenaire. Et là, je vais vous le dire, vraiment, il n'y a pas de bonne réponse. Mais je me doute que vous voulez des chiffres. Il y a une étude qui a été faite par un chercheur australien sur 500 personnes dans 5 pays. Donc les États-Unis, les Pays-Bas, la France, la Turquie et l'Espagne. Et donc, dans cette étude, il s'est rendu compte que le rapport sexuel moyen durait combien de temps? 15 minutes. Non. 5 minutes? Non. 5,4 minutes. 5,4 minutes. Ouais, c'est le temps du rapport moyen. Mais comme je vous l'ai dit, il faut toujours être critique quand vous voyez des moyennes parce que ça ne veut rien dire. Lorsqu'on regarde les chiffres de plus près, on se rend compte que l'écart entre le rapport sexuel le plus court, qui était de 44 secondes, et le rapport sexuel le plus long, qui était de 40 minutes, est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, ça ne veut pas dire que la moyenne de... La plupart des personnes ont des relations sexuelles de 5 minutes. Ça veut juste dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des relations sexuelles très courtes et beaucoup de personnes qui ont des relations sexuelles un peu plus longues. Mais Marie, ça veut dire... Par exemple, moi, je suis tombée sur un site... Enfin, non, un sondage qu'un site... Donc, une plateforme britannique qui s'appelle Sociedate a fait, où donc des personnes qui se rendent, qui consomment régulièrement ce que ce site propose, on leur a demandé combien de temps, quelle serait la durée idéale pour un rapport sexuel, et les femmes et les hommes ont répondu 25 minutes. Et c'était différent à quelques secondes près, mais pour les deux sexes, c'était 25 minutes. Après, il faut prendre en compte que dans cette enquête, ça ne concernait que les hommes et les femmes. Et l'autre truc aussi, c'est qu'il faut faire attention. Alors au final, c'est ce que tu nous dis, puisque c'est moyenne, on en voit beaucoup sur Internet comme ça, mais est-ce que... Allez, on devrait douter de ce truc qui est mis en avant comme si c'était vraiment une grosse vérité? Oui, je pense qu'il faut douter parce que ces études, l'étude déjà de cet homme que je citais, n'a été faite que sur 500 couples. 500 couples ne peuvent pas représenter une population mondiale, c'est impossible. Et en plus, quand tu regardes qu'est-ce que c'est vraiment ce qu'il calcule, lui ne calculait que le moment de pénétration. Alors que moi, je trouve qu'une relation sexuelle ne commence pas à la pénétration et ça exclut toute une frange de la population qui n'a pas de pénis ou qui ne pratique pas la pénétration vaginale avec un pénis. Il y a quand même des gens qui arrivent à faire l'amour autrement. Marie, justement, ce que tu viens de dire rejoint totalement une réaction que j'avais envie de lire, mais tu nous as coupé, moi et Zazem, il s'appelle, il dit vous voulez dire la durée d'une pénétration, point d'interrogation, parce qu'une relation sexuelle n'est pas forcément que de la pénétration. Zazem, tu as totalement raison. Oui. Une relation sexuelle, elle englobe tout ce qu'il y a avant, après, et n'est pas forcément, ne contient pas forcément de la pénétration. Tu peux avoir une relation sexuelle complètement sans pénétration. Exactement. Oui, exactement. Je te laisse commenter. Mais c'est pour ça que j'ai été chercher aussi des chiffres pour des autres franges de la population et j'ai trouvé un article dans Tétu qui expliquait en fait que les lesbiennes, en fait, dans les couples lesbiennes, elles ont un plus grand pourcentage de femmes lesbiennes arrivent à l'orgasme lorsqu'elles font l'amour. Elles sont 86% à atteindre l'orgasme, alors que les femmes hétérosexuelles ne sont que 65%. Donc les femmes sont des meilleures artisanes pour les femmes, quoi. Je pense que c'est aussi dans le fait qu'il y a la perception du temps qui est différente lorsqu'on fait l'amour. Si, par exemple, je vous pose la question, la première fois que tu as fait l'amour, ça a duré combien de temps ? Est-ce que vraiment, si tu t'étais chronométré, ça a duré le temps que ça a vraiment duré ?
ta perception à toi. Ça a pu durer 20 minutes, mais tu as l'impression que ça a duré 1 heure parce que ça te faisait mal. Ça a pu durer 30 minutes, mais tu as l'impression que ça a duré des heures. C'est une belle comparaison, ça, pour mettre les choses en contexte. Oui, exactement. Et Maxi, pour ce que tu disais, est-ce que les femmes sont meilleures artisanes pour les femmes? Moi, je pense que c'est toute une question. Tu sais que nous, les femmes, notre plaisir, il est clitoridien principalement. Et même quand il est vaginal, c'est quand même, ça résulte d'un plaisir clitoridien puisque ce sont les bulbes à l'intérieur. Enfin, Marie l'expliquera mieux que moi. Et donc, je pense que si les femmes arrivent à avoir plus d'orgasmes, c'est parce qu'il y a une concentration uniquement sur le clitoris. Là où quand tu as un rapport sexuel avec un homme, il va pas forcément pendant toute la relation, se concentrer sur ton clitoris. Et c'est peut-être pour ça qu'elles atteignent beaucoup plus facilement l'orgasme. C'est une théorie que j'ai l'impression... Possible. Moi, je dirais qu'il ne faut pas opposer les deux écoles, clitoridienne et vaginale. Il faut juste dire aux hommes hétérosexuels, voilà, peut-être ne pas que se concentrer sur la fellation, mais en même temps que tu pénètres ta partenaire, il faudrait peut-être lui caresser le clitoris, il faudrait peut-être lui lécher une zone érogène. Voilà, les femmes atteignent plus facilement l'orgasme lorsque elles ont une stimulation du clitoris et une pénétration en même temps. Mais il y a le plaisir anal, il y a les autres zones érogènes comme les tétons que l'on peut lécher. Il y a plein de choses que tu peux faire au-delà de la pénétration. Alors, il y a Aimestar ici qui réagit à un commentaire de BX Bonbon qui disait que lui ou elle, je sais pas, et qui disait que le rapport durait 2 heures. Et tu as Aimestar qui dit pendant ces 2 heures, tu peux défaire des tresses en même temps en bord de riz. Ouais, franchement, je trouve ça un peu drôle parce que j'ai des copines qui sont pas du tout fans des rapports super longs. Elles sont hyper fatiguées, elles me disent ouais, attends, moi ça dure plus de 20 minutes, je me fatigue. Je fais ouais frère, arrête, c'est bon. Je peux aller faire ma journée, s'il te plaît. Je veux pas rester 2 heures dans un lit. Et j'ai d'autres copines qui sont là. Moi, j'adore passer du time au lit. Si le gars il peut tenir des heures, c'est ce que je veux faire. Donc tu vois que c'est totalement différent. On sait jamais en fait. C'est ça. Moi, je pense que ça dépend des moments. Il y a des moments où tu n'as pas envie que ça dure longtemps, puis il y a des moments où tu as envie de prendre ton temps. Et je pense qu'il ne faut pas faire une généralité et se dire, moi, j'aime... Enfin, je pense qu'il y a des jours où tu peux aimer un rapport super long, et puis il y a des jours où c'est bon, là, je suis fatiguée. Laisse-moi aller dormir. Et puis, comme elle l'a dit, c'est relatif. Pour toi, peut-être prendre ton temps, c'est 2 heures, alors pour un autre, c'est 25 minutes. Alors que pour toi, 25 minutes, c'est la base, tu vois. On peut jouer avec ça à l'infini. Complètement. Alors, il y a Triggs qui nous dit « Haha, moi, ça dure 3 heures. 3 heures, mais qu'est-ce que tu fais pendant ces 3 heures? Est-ce que tu inclus les préliminaires? Est-ce que tu inclus aussi l'après, les caresses? Enfin, voilà, parce que est-ce qu'elle te fait une danse au début? C'est ça, quoi. En mode Dance for You de Beyoncé, genre... Il y a Sam Black Off qui nous dit l'orgasme, ça nous motive. Alors, est-ce que tu veux dire que quand ta partenaire a un orgasme, ça te motive? Ou, explique-toi s'il te plaît, Sam Black. Comme ça, je comprends mieux ce que tu veux dire par là. Après, je trouve qu'on parle beaucoup de course à l'orgasme, alors que je ne sais pas pour vous, mais tu peux avoir un orgasme très très vite, mais pas avoir eu beaucoup de plaisir. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. La meilleure façon de faire l'amour, c'est en écoutant l'autre, en lui demandant ce qu'elle veut ou ce qu'il veut que tu lui fasses. Et c'est aussi apporter le maximum de plaisir possible, mais pas obligé d'avoir un orgasme à chaque fois. Justement, ici, tu as Peace of Slay qui dit pourquoi les femmes ont peur d'éduquer justement leur partenaire pour qu'il soit plus performant, entre guillemets. Je trouve ce tabou étrange, genre dire à ton homme ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, etc. C'est vrai qu'on a souvent peur. Moi, j'ai longtemps eu peur de dire ouais, ça, j'aime pas. Ça... Mais je pense que en grandissant, tu commences à te dire autant le dire, tu vois, et c'est mieux pour tout le monde. Parce que tu sais aussi mieux ce que tu aimes. Et je pense aussi que ça dépend de ce que la personne en face de toi t'inspire. Si tu as quelqu'un, comme elle disait Marie, la clé c'est de beaucoup communiquer. Si c'est quelqu'un qui peut-être de base te dit il est pas très macho, c'est pas du genre à juger, je pense que tu iras plus facilement. Alors que si c'est quelqu'un qui fait trop genre, tu vas sûrement te dire à quoi ça sert autant que je fake, tu vois, pendant le truc. Enfin, j'imagine, mais bon, c'est hyper relatif. D'ailleurs, s'il y a des gens qui viennent de débarquer, bienvenue dans Sex and Sun. Il est 20h27, on est avec Queenie, Marie, moi c'est Maxi, et la question de ce soir c'est combien de temps est censé durer un bon coup, puisqu'on parle des mythes qui entourent la sexualité, les mythes racisés, du style, j'en sais rien, un noir
noirs, ça a un gros pénis, les noirs, les asiatiques sont plus dociles au lit, etc. Est-ce que tous ces clichés-là, ces mythes-là sont fondés ou pas? Donc donne-nous ton avis. Et il me semble qu'on a fait un sondage, non, Queenie? Bien sûr, bien sûr. Alors, on a fait un sondage sur YouTube et on vous a demandé combien de temps est censé durer un rapport sexuel. On vous a posé la question ici en commentaire, mais on vous l'avait aussi posé sur YouTube. On a eu 8% qui nous ont répondu que ça devait durer 30 minutes, 10% qui nous ont répondu que ça devait durer 15 minutes et 12% qui pensent que ça doit durer 8 minutes. Et là, on a le max, 71% qui dit autant de temps que tu veux. Marie, es-tu d'accord avec cette dernière réponse? Moi, j'adore cette réponse. Ça veut dire vraiment que tu te rends compte que ça peut durer 5 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 1 heure ou plus. Tant que vous êtes content, tant que c'est ce que vous faites, allez-y, allez-y. Et du coup, sur Instagram, on a suivi aussi avec une autre question qui était plutôt la moyenne d'un rapport sexuel. C'est combien? La moyenne d'un rapport sexuel, est-ce que c'est 15 minutes? Alors, il faut savoir qu'il y a 55% qui ont répondu vrai contre 45% qui a dit que c'est faux. C'est pas forcément 15 minutes. Donc, on voit qu'il y en a qui disent non, 15 minutes c'est bien. Puis il y en a qui disent que c'est faux. Je sais pas si c'est parce qu'ils pensent que c'est plus ou moins ou parce que justement, ils pensent que c'est autant de temps qu'on veut. Dites-nous tout dans les commentaires. Et je vais en profiter aussi puisqu'on a reçu pas mal de clichés que les gens ont déjà entendus par rapport aux mythes qui entourent la sexualité. Je vais vous en lire quelques-uns parce qu'il y en a eu beaucoup d'ailleurs. Merci pour vos réponses, les sexolars. Les femmes doivent être épilées. Il y en a un qui a dit les femmes n'éjaculent jamais. Alors, plus c'est brutal, mieux c'est. Plus c'est long, mieux c'est. Tu es vaginale ou clitoridienne? Elle est les deux, abrutie. Ça, c'est vrai bon. La première fois est douloureuse. Faire l'amour sans préservatif est mieux au niveau du ressenti. But if you don't know him, I don't trust that either. Donc, on vous rappelle que si vous avez des rapports sexuels, even worse, même pire, si vous n'êtes pas sûr de votre partenaire sexuel, yes, redis-le, Queenie. Protégez-vous! Dépistage, préservatif, c'est toujours les meilleurs moyens, pardon. Alors, femme à lunettes, femme à quéquette. Ah, mais ça tu sais, j'entendais ça en primaire, quoi. Mais c'est vraiment... Moi, c'est parce que c'est un truc que j'entendais quand j'étais vraiment super jeune. J'ai plus jamais entendu ça à l'âge adulte. Alors, on a l'éjaculation signifie l'orgasme, avec plein d'émojis qui pètent de rire. Alors, on a... le premier rapport sexuel fait toujours mal, c'est ça, le plaisir c'est uniquement masculin. Faire l'amour qui dure plus d'1 heure, c'est pas vrai. Voilà, il y en avait d'autres encore, mais il y en a eu tellement, j'ai pioché en tout cas. Et il y en a pas mal. Alors ici, dans les commentaires, on a quand même pas mal de commentaires. Je ne sais pas si tu voulais d'abord commenter les stéréotypes, Marie. Par exemple, celui de la femme qui n'éjacule pas. Moi, ça m'intéresserait que tu commentes un petit peu celui-là. Ah ouais, ça c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il y a des femmes, on sait, qui sont des femmes fontaines. Voilà, elles ont une éjaculation lorsqu'elles ont l'orgasme. Et potentiellement, il paraît que potentiellement toutes les femmes sont des femmes fontaines, mais qu'elles arriveraient à ce plaisir entre les 35 et les 45 ans ou quand elles ont vraiment compris comment atteindre ce plaisir. Mais c'est pas donné à toutes les femmes. Et c'est pas parce que tu n'es pas femme fontaine que tu ne peux pas vraiment profiter de ta vie sexuelle et avoir du plaisir. Donc, no problem. Il y en avait d'autres, Marie. Il y avait un autre peut-être qui t'a perturbé. Oui, la première relation sexuelle, tu peux pas avoir d'enfant, il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois. Oui. 16 and pregnant, MTV, voilà, vous voyez. Mais en plus, il y avait beaucoup d'histoires de meufs qui disaient je l'ai fait qu'une fois. Je suis tombée enceinte. Oh, faites attention, quoi. Voilà, faites attention, il suffit d'une fois, une éjaculation, voilà, t'as ovulé et tu peux tomber enceinte. Et c'est la même chose aussi, ça c'est un autre des mythes que j'avais entendu qui est lié à ça, c'est le retrait. Genre parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font ça, tu vois. Mais le retrait n'est pas totalement efficace. J'ai été voir. Il y en a qui disent que c'est de la contraception, tu vois, qui pensent. C'est une sorte de contraception que certaines personnes utilisent, mais sachez que c'est quand même 30% de ratés. 30%, c'est énorme. C'est énorme. C'est aussi un des trucs qui a blindé dans Teen Mom en plus. Oui, et surtout que la plupart des gens qui font cette technique ne maîtrisent pas vraiment ça et ne savent pas que dans le liquide séminal, c'est-à-dire avant que tu jouisses et avant que le sperme sorte, il peut avoir des spermatozoïdes, donc elles peuvent tomber enceintes. Complètement. Et moi, j'ai encore un autre mythe où je pense que ça c'est vrai, mais on ne peut pas tomber enceinte quand on fait l'amour alors qu'on a ses règles. Ah, mais c'est possible. Il faut pas. Il y a des cas où les filles sont tombées enceintes. Il faut savoir que normalement, quand tu as tes règles, t'es pas en train d'ovuler. C'est ton
J'ai oublié ton endomètre, voilà, la deuxième couche de l'endomètre. Qui est en train de se vider parce qu'il n'a pas été fécondé, c'est ça ? Voilà, donc c'est la deuxième couche de l'endomètre qui a grossi pendant l'ovulation et qui est en train de se vider et qui est en train de faire partir l'ovule avec. Mais des fois, tu peux avoir déjà une deuxième ovulation qui a commencé pendant tes règles et donc si il éjacule, mais c'est rare, hein, mais ça arrive, que des femmes tombent enceintes alors qu'elles ont fait l'amour pendant leurs règles. Voilà. Ok. Alors, ici, il y a pas mal de commentaires. Je vais essayer d'en lire quelques-uns. Je suis très d'accord avec ce commentaire. Il m'est arrivé de rencontrer un gars qui était surpris que je lui dise qu'il faisait quelque chose de pas correct, surtout quand il s'approche de la trentaine. Donc, il y a des gars il y en a qui disent pas ce qu'elles veulent, enfin des filles qui vont pas dire ce qu'elles veulent, ou même des gars qui vont pas dire ce qu'ils veulent à une femme de peur de frustrer, de vexer l'autre, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent se vexer. Marie, est-ce qu'il y a des petites astuces pour dire les choses avec ça commence tact. À faire trop, c'est tous les dimanches, ça. C'est tous les dimanches. Tu vas pas me la faire et alors tous les dimanches. C'est parce que je vous aime trop toutes les deux. Quand je parle à une, je pense à l'autre. Alors, je marque des points, merci. Alors Marie, dis-moi, est-ce qu'il y a des petites astuces pour justement dire les choses en douceur, pour ne pas frustrer l'autre et quand même réussir à faire passer le message ? Je pense que la réponse dans ta question, il faut vraiment dire les choses en douceur, il faut savoir trouver le bon moment, ne le dis pas sur le moment en fait, ouais, qu'est-ce que tu fous ? Tu vois ? Non, essaye de le dire notamment après l'amour, voilà, si vous avez un peu de temps, ou alors sur le moment où tu dis, s'il te plaît, chérie, est-ce que tu pourrais faire ça plus doucement ? Tu pourrais me toucher avec plus de tendresse, ou alors est-ce que tu pourrais aller un peu plus fort ? Il faut vraiment pas avoir peur de le dire sur le moment aussi, d'une bonne façon, parce que le ou la partenaire, tout ce que cette personne veut, c'est vous amener le plus de plaisir et vous amener à un vrai orgasme. Si c'est pas le cas, c'est peut-être pas la bonne personne. Voilà. Alors, le temps court, le temps file. Marie, ce soir, on avait prévu d'avoir un auditeur. Il s'appelle Dave. Il a 23 ans. J'ai envie de voir la technique. Est-ce que Dave est là ? Est-ce qu'on peut l'avoir en ligne ? On va l'appeler. On va l'appeler. Ça va arriver. Donc, ça va arriver, donc je te laisse l'appeler. Marie, si tu as peut-être des petites infos à nous donner avant que notre auditeur, et puis je le présenterai au moment où Kila me dira le petit go. Ouais, je vous avais donné les chiffres sur les orgasmes dans les couples lesbiens, mais il paraît aussi que les hommes, de toute façon hétéros ou gays, la plupart des hommes arrivent à l'orgasme. Donc, on a des chiffres, 95% des hommes hétéros arrivent à l'orgasme durant un rapport sexuel et 89% des hommes homosexuels. Donc, celles qui ont le moins de plaisir, c'est les femmes hétéros. Voilà. Parce que c'est le moins d'orgasme. Dave est voilà. là. Hey, Dave. Coucou Dave. Alors, je vous présente Dave, c'est un étudiant, il a 23 ans et il est là parce qu'il a des questions à poser à Marie. Dave et Marie, je vous laisse en tête à tête. Avec nous tous, tu veux dire. Avec nous tous pour regarder. Avec tous les voyeurs. Salut Comment Dave. ça va ? Ça va ? Oui, ça va très bien et vous ? Ça va. On est trop content de t'accueillir dans l'émission. Alors, Queenie m'a dit que tu avais une question pour moi. Vas-y. Oh, ok. Alors, ma question est, est-ce qu'on peut avoir un orgasme ? Donc, est-ce qu'un homme homosexuel peut avoir un orgasme par l'anal et par la prostate sans avoir à se masturber en même temps. Donc, si je réponds à ta question, c'est est-ce que quand tu es pénétré analement par ton partenaire, est-ce que tu peux avoir un orgasme sans que tu te masturbes en même temps ? Ouais, effectivement, c'est une super bonne question parce qu'on n'a pas l'impression que le cerveau ou ton plaisir sur le moment peut vraiment prendre le devant sur l'orgasme ou le plaisir que tu ressens. Et tu n'as pas vraiment besoin de te masturber en même temps que tu te fais pénétrer analement, parce que non seulement il y a le plaisir prostatique. Si tu connais la prostate, c'est une glande que uniquement les hommes ont. Elle est
tout juste en dessous de la vessie, à côté du rectum. Et donc, le plaisir prostatique pour tous les hommes, que ce soit hétérosexuels ou homosexuels, voilà, lorsque tu as une pénétration anale ou lorsque tu mets juste un petit doigt ou un sextoy, voilà, tu peux vraiment avoir un orgasme prostatique qui est connu pour être plus intense que l'orgasme lorsque tu pénètres quelqu'un. Donc, tu n'as pas normalement besoin de te masturber en même temps parce que normalement, ton cerveau peut faire tout le travail. On sait qu'il y a des personnes qui peuvent connaître l'orgasme dans les rêves ou sans être touchés lorsqu'ils regardent quelque chose d'excitant, lorsque quelqu'un leur susurre quelque chose à l'oreille. C'est par le simple pouvoir du cerveau. Donc, entraîne-toi et tu nous rappelles. Oui, je me rappelle juste après. Mais moi, j'ai une question pour Dave, puisque ce soir, on parle des mythes et les clichés qui entourent la sexualité, les relations parfaites, etc. Est-ce que toi, tu as déjà entendu des clichés ou des mythes que tu aimerais partager avec nous, nous raconter? Alors, l'un des mythes, donc la communauté LGBTA, c'est que il y a cette espèce d'idée en fait que les hétéros ont, c'est que en fait chez les gays il y a la version homme et femme, c'est-à-dire on appelle ça top, passif et actif plutôt, mais en fait généralement les gens pensent quand vous êtes un couple gay, il y a d'office quelqu'un qui fait la femme et quelqu'un qui fait l'homme. Or que ça marche pas pas tout le temps comme ça en fait, que autant quelqu'un qui peut, et puis c'est pas vraiment faire l'homme ou la femme, c'est le fait de parfois être la personne qui reçoit et la personne qui donne. Et ça varie en fait. Il y a des gens qui font les deux, il y en a qui préfèrent juste pénétrer plutôt que se faire pénétrer. Du coup, c'est pas vraiment quelque chose de, c'est pas une règle que quand t'es gay, t'es directement soit la femme du couple ou l'homme du couple. Et ça revient beaucoup. Ouais, je te remercie pour ta réponse. Et il y a aussi le mythe duquel tout le monde pense que les homosexuels aiment la pénétration anale. Oui. Et ça, c'est pas tout le monde. Ouais. Croyez-moi, c'est pas tout le monde. je sens que tu as eu des expériences. C'est ça, wanna tell us more? Yeah. Tu veux nous raconter? Vas-y, donne une petite anecdote qu'on rigole avant que tu t'en ailles. C'est-à-dire, je vais parler de quoi donc? Dis-nous comment une personne que tu connais ou toi-même, tu as mal vécu une pénétration, ou alors est-ce que tu as un ami qui n'aime pas ça? Oui, alors oui, j'ai eu un ami en fait. Un partenaire Non, c'était un ami là, c'est une connaissance qui a eu en fait. D'accord. C'était la première fois qu'il testait l'anal et en fait, donc quand on fait l'anal aussi un truc important, je sais pas si les gens savent, mais on doit toujours se nettoyer avant parce que comme c'est l'anal et que généralement c'est l'anus et qu'on fait caca, du coup parfois il peut y avoir quelques petits accidents et en fait cette personne n'était pas au courant qu'il y avait un espèce de lavage avant. Du coup au moment T'inquiète Dave, n'aie pas peur. Stéphane renvoie le son comme ça il va comprendre. Voilà, c'était ça. C'est Stéphane qui s'amuse. What the hell? Vraiment parce que en gros cette personne, l'a fait et en fait a eu un petit, accident fécal sur l'autre partenaire. Aïe. Yeah. Aïe. Ok, d'accord, c'était moi. Oui, je l'avoue, c'est bon. Attends, you received all the shit on you, tout le caca? Non, c'était moi qui l'ai fait sur quelqu'un d'autre. Merci pour ton honnêteté, franchement, merci. Merci. Non, mais parce qu'à un moment, je me suis dit, ok, vas-y, arrête de mentir. Non, mais est-ce que... Moi, j'ai une question. Est-ce que l'autre personne a été compréhensive et elle a bien réagi ou cette personne, au contraire, s'est énervée, s'est offusquée? Comment est-ce que ça s'est passé? Déjà, non, franchement, il a été super adorable. Mais d'abord, il y a la petite période en mode what the fuck is that? Et genre, ça doit faire... Tu peux pas mentir. Ça arrivait. Du coup, le truc, c'est qu'avec les garçons, on peut pas mentir. Encore les filles, vous pouvez dire oui, mais c'est peut-être quelque chose que nous, vous savez pas, vous avez pas le même truc. Or que quand un garçon, du caca, c'est du caca. Du coup, Vraiment, il était adorable. Il s'est nettoyé, il m'a nettoyé, voilà. Tout a repris normalement. Mais c'était un moment assez étonnant de se dire, ok, c'est arrivé, quoi. Donc, s'il vous plaît, faites attention, nettoyez-vous avant, petit conseil. Mais ouais, non, c'est un super conseil que tu donnes. Et t'as des petits conseils pour le nettoyage? Mais est-ce que t'as des petits conseils, justement?
Alors, non, mais du coup, généralement, il y a parfois dans le commerce, il y a des poires comme ça. C'est vrai que c'est plus dans la communauté c'est pour se purger africaine. Ouais, mais on peut aussi utiliser ça pour se nettoyer avant, quoi. Et ça marche très très bien. Vous mettez de l'eau claire et vous le faites jusqu'à ce que vous ne voyez plus de caca qui ressort. Ça marche. Et ça évite les accidents comme ça parce que c'est vraiment gênant. Merci pour tes astuces, en pharmacie. Dave. Et le nez aussi d'être affiché. C'est horrible. Il y a quand même Kento officiel qui a donné un titre à tous ces événements. Dave, tu vas nous dire si tu valides ou pas la guerre des diarrhées. Exactement, j'aurais pas trouvé mieux. Franchement, j'aurais pas trouvé mieux. Merci beaucoup. Justement, merci Dave. Alors les amis, si vous aussi vous avez envie d'intervenir dans notre émission, si vous avez des questions à poser à Marie et que vous voulez les poser en direct, n'hésitez pas à nous envoyer un petit DM sur la page. Au revoir Dave, on te fait des gros bisous. Hein. Bisous à vous, merci de m'avoir laissé parler de caca. Bisous. C'était un grand plaisir de t'avoir. Alors comme je disais, si vous aussi vous avez envie d'intervenir dans notre émission comme Dave l'a fait ce soir, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit DM sur la page Tarmac BE, la page Instagram, et on vous répondra vraiment avec plaisir et vous pourrez poser vos questions en direct à Marie et peut-être même nous faire part de vos anecdotes comme Dave. Aujourd'hui, il a été très transparent, hein, j'ai envie de dire, franchement c'était super cool, vraiment super cool. Et Marie, est-ce qu'il y a d'autres, puisque dans les commentaires il y a beaucoup de gens qui demandent mais comment justement on fait pour se nettoyer, est-ce qu'il y a d'autres astuces ou la poire de lavement c'est vraiment the only one? Non, la poire ça fonctionne super bien, tu vas à la pharmacie, tu l'achètes et tu te nettoies parce que souvent lorsque tu as été aux toilettes il reste quelques matières fécales, c'est beaucoup plus sympa de pratiquer la sodomie sans l'odeur de matière fécale. I guess. Alors, j'ai vu dans une des questions nous demander qu'est-ce qu'on fait ce soir, c'est quoi le sujet du jour ce soir. On parle de tous les mythes et les clichés qui entourent la sexualité, le fait de trouver une relation amoureuse parfaite, le couple idéal, les mythes racisés, tout ça. C'est pour ça qu'une des questions qu'on vous pose, c'est combien de temps dure un bon rapport sexuel selon toi. Donc, dis-nous tout dans les commentaires et je vois que le temps défile aussi. Le temps court. C'est incroyable. Vous imaginez le jour où on va recevoir plus d'appels des sexologues, comment ça va être ça? Ça va être chaud. Ça va être trop bien. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, les filles ou les sexologues, mais vous savez qu'il y a un préservatif connecté qui s'appelle le Icon. Et en fait, c'est l'anneau en fait, du préservatif qui est relié au Bluetooth et qui analyse les performances du garçon qui porte ça. Alors, 8 heures d'autonomie, 70 €. C'est vendu qu'à Londres. Et je vais vous dire ce qu'il analyse précisément. Les positions adaptées le plus souvent, la circonférence et la température du sexe masculin, le nombre de calories brûlées et la rapidité du partenaire. Donc si parmi vous, messieurs, il y en a qui sont tentés, dites-nous tout dans les commentaires. Mais Marie, on voit vraiment que au niveau de la performance, il y a beaucoup d'enquêtes. Il y a des chiffres qui sont donnés en général comme ça, plic-ploc, qui sont pas toujours vrais. Il y a aussi un business qui se développe par rapport à ça. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux mythes qui entourent la sexualité? C'est l'heure du point Q. Vous avez cramé, c'est le point Q. C'est le point Q. C'est le point Q, c'est rendez-vous. Mais voilà, comme je vous disais plus tôt, voilà, les mythes de la performance, c'est vraiment quelque chose qui pourrit l'imaginaire de tout le monde et surtout les hommes. Donc n'y faites pas attention. On a vu que la performance moyenne, c'était 5,6 minutes par rapport à une étude qui était sortie, mais ça ne veut absolument rien dire. Faites l'amour, essayez de donner du plaisir à votre partenaire et essayez d'avoir du plaisir aussi et apprenez l'un sur l'autre. Donc en résumé, c'est ça que je peux vous dire. Et il y a un autre mythe sur lequel je voulais me pencher aujourd'hui et c'est celui de la racialisation ou de la race. Ça peut choquer quelques personnes qu'on parle de race parce que biologiquement, il n'existe pas d'autre race que la race humaine. Mais ce terme, en fait, il est relié à une certaine histoire et ça nous explique aussi pourquoi il y a certaines personnes qui souffrent de certaines discriminations. Comme par exemple, les hommes noirs ont un gros pénis, les femmes asiatiques ont des vagins beaucoup plus serrés. Il y a aussi l'orientalisation des femmes qui viennent d'Orient, du Maghreb, Tunisie, Algérie, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de problématique. Et je voulais parler de ces stéréotypes aujourd'hui. Il y a un livre qui est sorti en 2018 qui s'appelle « Sexe, race et colonie ». Et ce livre, en fait, il a fait
polémique parce que dans ce livre, il y a plusieurs images sexuées de femmes noires ou femmes qui faisaient partie des anciennes colonies. Et à côté d'elles, on voit des anciens colons. Donc, on va vous passer quelques images pour que vous compreniez vraiment quel genre d'image il y a dans ce livre. Donc ça, c'est la première. Oh, le type en slip, là, qui... Ouais. Voilà, tu vois qu'il lui touche les seins. Il n'y a pas vraiment de considération de... mon Dieu. C'est le corps de l'autre. Oh. Et on voit vraiment que elle est vue comme un objet sexuel. Donc c'est une objectification du corps de la femme. Et il n'a pas seulement existé pour les femmes noires, mais il existe pour les femmes asiatiques, pour les femmes d'Orient, pour les femmes qui viennent aussi des tribus indigènes, les Vaïnés, etc., etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre aujourd'hui parce qu'il y a toujours des stéréotypes hyper ancrés dans l'imaginaire d'aujourd'hui. Et pourquoi je vous parle de la colonisation alors qu'on n'est plus à cette époque ? C'est parce que ça a nourri un imaginaire fantasmé et ça a imaginé un monde complètement faux. Pour dire que tous les hommes noirs ont un gros pénis, alors qu'on fait partie quand même d'un continent de 52 pays, on n'a pas une taille, on n'est pas un peuple monolithe, c'est-à-dire que tous les hommes noirs n'ont pas le pénis de la même taille. Comme toutes les femmes asiatiques n'ont pas le même vagin. Donc, quand vous rencontrez un homme noir ou une femme asiatique ou une femme noire ou une femme qui est ou un être qui est différent de vous, il faut toujours le prendre dans son individualité. C'est hyper important. Et il y a un autre livre, si vous voulez le découvrir, qui s'appelle « La légende du sexe surdimensionné des Noirs ». Et on a aussi la petite image qui a été écrite par Serge Billet. Et dans ce livre, en fait, il vous raconte l'histoire d'un stéréotype qui était à la base qu'un stéréotype. Putain, c'est un bras, frère. Voilà, c'est énorme. C'est énorme ce truc. Voilà, c'est une image qui fait rire, mais à la base, c'était un stéréotype qui voulait faire passer les hommes noirs comme en gros, des pénis sur pattes qui ne sont bons qu'à travailler et qu'à faire l'amour et ils ne sont bons qu'à être des reproducteurs pour produire des esclaves, des humains assez forts, mais pas d'intellect. Donc voilà, c'était... Oui, dis-moi. Désolée de t'interrompre, mais ici, on a une jeune fille dans nos commentaires qui a été victime d'un cliché un peu raciste comme ce dont tu es en train de parler. Elle s'appelle Alice Houé, qui lui dit un jour, elle avait son afro, donc elle était coiffée avec son afro, et il y a un blanc et elle a mis blanc entre guillemets, parce qu'elle veut pas être péjorative, j'imagine, et elle dit, m'a arrêté en me disant qu'il voulait me prendre en levrette, car sa crinière l'excitait. Donc, comme quoi, ce genre de stéréotypes, ils sont encore très ancrés à l'heure actuelle. Il y a encore beaucoup de gens qui sont, je veux dire, qui sont formatés par ces clichés. Oui, voilà, ils sont formatés. Et d'autres qui sont stigmatisés par ces clichés. Il y a les deux. Il y en a qui sont formatés par le cliché et puis... Et stigmatisé, non, c'est pour vous dire qu'en fait, ces clichés ne datent pas d'hier. C'est pas parce que... il faut se dire que quand tu penses que une personne est bonne au lit juste à cause de sa couleur ou de son origine, il y a toute une histoire derrière et souvent, ça vient de l'histoire coloniale. Comme elle l'a dit, donc il y a des hommes, souvent les femmes noires ou les femmes asiatiques ou les femmes maghrébines et arabes, voilà, elles subissent ce genre de choses. Et j'ai trouvé un compte Instagram qui s'appelle Femmes Noires versus Dating Apps sur Instagram. Et juste quand je me rappelais mon expérience sur Tinder. Voilà. Ce compte-là, en fait, les femmes noires envoient des screenshots de leurs conversations avec plein de tips sur les dating apps et c'est juste horrible. Voilà, je vous en donne quelques exemples. Donc, attends, pas bien, elle dit quoi? Je vois pas très bien. Attends, donc je vois que tu cherches des sex friends. Tu sais que j'ai jamais couché avec une Renoir. Ça te dirait d'être la première. Voilà, ça c'est l'exemple. Déjà, il a un truc comme la Renoir, quoi. Allez, cool. Ça c'est l'exemple number one. Et puis le deuxième. Et genre, tu couches avec moi parce que je suis Renoir, pas parce que je te plais, pas parce que je suis une personne. Enfin, c'est une fétichisation du corps en fait. Tu n'es pas particulière, tu es juste une femme noire, donc je veux coucher avec toi. Le deuxième, c'est avec le chocolat noir, j'avoue que c'est une passion. Il y a toujours quelque chose à faire, lol. Et elle lui répond, va jouer de ta passion ailleurs, je ne suis pas un objet de sex shop. Objectification de la femme noire. Exactement, elle a bien répondu, je trouve.
Voilà, c'est quelque chose qu'on voit souvent et souvent les garçons qui sont derrière ces messages, souvent ne pensent pas que c'est anormal. Mais c'est pas normal d'aller vers quelqu'un et de lui dire tu seras ma première fille noire ou fille asiatique, etc. Et il y a une écrivaine qui s'appelle Grace Lee, qui est française d'origine chinoise, qui en a parlé dans une interview à Brut, et elle parle des stéréotypes auxquels elle fait face. On m'a demandé si j'avais un vagin serré. Il y a une idée reçue que les femmes asiatiques auraient un vagin plus serré que d'autres femmes. Je ne sais pas. J'ai été exposée à ce qu'on appelle l'hypersexualisation des femmes asiatiques parce que je rappelais aux autres l'image d'une femme. Alors on me disait tu es masseuse ou bien tu es prostituée, combien ça coûte. Il y avait cette image d'une femme asiatique qui était au service de l'homme. Je ne suis pas une carte postale d'une femme lascive, docile, soumise, et je ne suis pas non plus un manga exubérant avec des cheveux de toutes les couleurs. Il y a cette idée que les femmes asiatiques se ressembleraient toutes. Voilà, moi je trouve que son témoignage, il était assez poignant. J'avais envie de donner un témoignage d'une femme asiatique parce que voilà, on n'en a pas sur le plateau aujourd'hui et c'est quelque chose qui est toujours là. Je veux voir, est-ce qu'il y a des réactions des sexolars ? Il y a beaucoup de gens qui sont écœurés, choqués par ça. Il y en a qui disent que c'est aberrant. Ou ceux qui disent t'es belle pour une Renoir. Voilà. En fait, ce genre de stéréotypes, en fait, ils sont encore beaucoup trop présents dans la société. Et ce qui me plaît, c'est de voir que dans les commentaires, beaucoup d'entre vous sont choqués, énervés par ce type de réaction. Et donc, ça prouve votre ouverture d'esprit. Les sexolars, je vous aime. We love you. Vous êtes au top. Alors, il est 20h53. S'il y a des sexolars qui viennent de débarquer, bienvenue dans Sex and Son. Tu es toujours en très bonne compagnie avec Maxi, Queenie, qui est juste au-dessus. Et ici en bas, là, on a notre experte sexo, Marie, qui est là avec nous et ce soir on parle des mythes, des clichés qui entourent la sexualité, le fait de rechercher un couple parfait ou encore les mythes racisés, on vient d'en parler avec Marie. Donc si tu as déjà entendu des clichés par rapport à la sexualité, tout ça, balance-nous tout ça dans les commentaires et on sera un plaisir d'en discuter ensemble. Marie, est-ce qu'on peut parler d'un autre mythe? Et cet autre mythe, je pense que les filles, je pense même tout le monde en fait, il n'y a pas de différenciation de sexe. On est déjà passé par là en se disant ouais, la relation trop parfaite, ce serait ci, ça, tu fais des listes et pas que tu fais ta liste avec tes ex, tu mets tous leurs défauts et puis il y a la liste avec celui que tu veux plus tard, qui va peut-être pas remplir tous les critères, mais combien de personnes n'ont pas recherché la personne idéale? Est-ce qu'on court après le vent ou pas? Ah ouais, non, on court après le vent à partir du moment où tu cours après un idéal qui n'existe pas et qui ne pourra jamais exister parce que tu n'es pas parfaite et ton ou ta partenaire n'est pas parfaite. Donc l'un des mythes que je trouve le plus difficile à déconstruire, c'est celui du couple parfait. Quand tu te mets en couple, lorsque tu regardes les films, tu regardes le cinéma, tu regardes tout ce qu'il y a autour de toi, on montre que la première étape de la relation, c'est-à-dire les débuts où c'est beau, le coup de foudre ou l'amour né. Ça c'est le générique les gars. C'est Mais il y a aussi le fait, en dehors des films, etc., c'est quand tu vas regarder, par exemple, tes copines, tes potes qui sont en couple, ils vont jamais te montrer les mauvais côtés de leur relation. Donc, tu as toujours l'impression que, oh, ma copine et son mec, il est trop sympa, il lui offre des fleurs, il est machin. Mais tu vois pas tout l'envers du décor. Et donc, tu te dis que toutes les relations sont parfaites sauf la tienne. Exactement, et surtout quand tu es dans une relation depuis un long moment, il faut comprendre que c'est beaucoup plus sain de ne pas toujours parler de tes problèmes de couple à tout le monde. C'est quelque chose qu'il faut essayer de régler à l'intérieur. Moi, je donne ça comme petit conseil parce que c'est pas sain. Les gens ne sont pas à ta place et ne comprennent pas pourquoi tu vas rester dans le couple alors que cette personne peut peut-être agir de cette façon-là. Donc, essayez. C'est pour ça aussi que Queenie, tes copines, t'as une belle image du couple de tes copines parce qu'elles essaient de régler leurs problèmes discrètement. Et pas toujours avec toi, même si elle t'aime bien et que vous êtes proches. Non, c'est vrai, hein, parce que même moi, genre quand j'ai des embrouilles avec mon copain, si j'en parle, soit c'est que vraiment, genre, je vais pas bien et ça doit sortir, j'ai besoin de me confier, j'ai besoin d'avoir une copine, tu vois, ou c'est que c'est déjà réglé.
C'est toujours un des deux, tu vois. Mais la plupart du temps, je vais attendre que ce soit réglé parce que sinon, c'est tout le temps raconter son linge sale aux copines et les copines après commencent à te voir, même si c'est ta sœur et elle t'aime, elle va te voir quand même d'une certaine façon. Celle qui pleure tout le temps, celle qui fait chier. Et en plus, si t'as un mauvais caractère et que tu fais genre, c'est encore pire. Voilà. Oui, c'est ça. Et je pense que être en couple, ça demande beaucoup de communication. Il faut vouloir vraiment construire un truc stable ensemble. Et donc, c'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que dire que être en couple, c'est du travail, c'est négatif. Mais moi, je trouve pas que c'est négatif à partir du moment où tu travailles pour être une meilleure personne pour ta partenaire. Oh, donc, faut voir ça. Alors, comme ça. Au niveau des commentaires, on nous dit que le fait de toujours avoir l'impression que c'est parfait chez les autres, c'est les réseaux sociaux qui y contribuent beaucoup. Oui, il y a Nolwenn qui nous dit « Tout paraît toujours plus beau chez les autres ». C'est vrai, mais c'est parce que comme Maxi ou Marie l'expliquaient, beaucoup de gens, et ce qui est totalement mieux, lavent leur linge sale à la maison et pas en public. Et donc forcément, vous voyez les meilleurs côtés de leur couple, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. On a quoi encore Alison qui nous dit tout à fait d'accord, un couple c'est à deux et pas avec la terre entière. Donc je pense qu'elle était d'accord avec ce que toi tu disais, Maxi, que tu préférais d'abord régler tes problèmes à la maison avant d'en parler. On a Kenzo officiel qui nous dit le linge sale reste à la maison ou alors on l'emmène au lavoir mais discretos dans un sac. Ça c'est la sexologue ou le thérapeute de couple. Hein. C'est ça, tu vas au lavoir. Donc, oui, moi aussi. Je ne sais pas pourquoi tu nous dis oui, moi aussi. Donc, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, Ebony Woman. Cécile qui nous dit après ça dépend quels amis, si c'est des vrais amis très proches, tu sais tous leurs problèmes de couple. Je suis pas totalement d'accord parce que moi par exemple j'ai ma meilleure amie, on se dit presque tout, c'est pour ça que je dis presque parce que je sais que parfois ça peut pas aller avec son copain etc, mais elle va préférer le garder pour elle pour ne pas commencer à ce que j'ai une mauvaise image de son copain parce qu'elle sait que la semaine d'après elle va se réconcilier et se remettre avec, tu vois aussi, tu vois. Ça, c'est vrai. Moi, je pense que c'est pas une question de vraie amitié, de fausse amitié, mais parfois, tu protèges ton couple aussi en ne disant pas les choses parce que tu veux pas qu'après on te dise, tiens, tu t'es disputé avec ton copain aujourd'hui, t'es énervé. Si tu vas en parler avec tes copines, tu vas le faire passer pour un monstre. Et toi, 2 jours après, tu vas être de nouveau tout beau, tout rose. Et après, tes copines, elles vont continuer à regarder ton mec du coin de l'œil en mode, il est mystique celui-là, tu vois. Alors que toi, tu as su passer au-dessus. Donc c'est peut-être pour ça, c'est pas une question de vraie amitié ou de fausse amitié, mais parfois tu veux aussi protéger ton partenaire du regard de tes copines. Exactement. Moi, j'ai quelques conseils en tout cas. Si vous voulez rester dans un couple heureux, des conseils que j'ai été grappillés à gauche, à droite, mais aussi des conseils personnels. Et le premier, je vous dirais, et que c'est le plus dur aussi, c'est ne pas avoir trop d'attentes de l'autre. Parce que quand tu te mets en relation, il y a l'idée déjà, tu te fais une idée de la personne, tu te fais une idée de la relation que vous avez, comment elle devrait être. Et souvent, on prend la personne avec qui on est et on la rend responsable de notre bonheur. Et c'est hyper malsain parce que si elle échoue, ce sera pas du tout de notre faute, mais ce sera de sa faute. Donc c'est important de ne pas rendre ta partenaire totalement responsable de ton bonheur, parce que c'est une personne à part et avoir le moins d'attentes possible. Et il faut aussi ne pas être égoïste en relation. Ça, je vous le dis, les gars, essayez d'être plein de petites attentions, de montrer que vous aimez votre partenaire, de faire des petits trucs vraiment qui montrent que vous êtes attentionnés, et ça fait vraiment du bien. Il faut apprendre aussi à s'amuser ensemble. On pense que les contraires s'attirent, mais on se rend compte que les couples qui ont trop de différences, à long terme, ça fonctionne pas. Donc vous pouvez aussi... Trop de différences. T'allais dire ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. À court terme, ça peut fonctionner, mais à long terme, quand les différences sont trop grandes, parce que t'es beaucoup moins passionné à long terme, t'as les masques qui tombent, tu vois vraiment la personne pour qui elle est, et c'est à partir de ce moment-là où tu dois te dire, est-ce que je veux vraiment passer le reste de ma vie avec cette personne? Et quand vous êtes trop différents, ça ne fonctionne pas, mais vous pouvez cultiver des choses que vous faites ensemble dans votre couple. Vous pouvez vous inventer des nouveaux hobbies, vous amuser ensemble, rire ensemble, être amis, quoi. Ça, c'est aussi important, essayer d'être en plus des amants, être amis, être de vrais partenaires, et ne jamais prendre l'autre pour acquis.
que ce soit prendre soin de toi physiquement, prendre soin de votre couple, essayer de reconquérir la personne tous les jours, parce que chaque matin où tu te réveilles en couple, c'est chaque matin où tu décides d'être avec cette personne. Donc tu peux pas te dire c'est bon, je l'ai déjà, je l'ai conquise ou je l'ai conquis. Parce que là, l'autre personne peut vraiment s'ennuyer si tu prends pas soin de la... On a Stéphane qui applaudit, c'est vrai. C'était vraiment des beaux conseils. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je vois ici un commentaire de BMP qui est assez intéressant. Surtout quand tu te plains, tu insultes ton mec ou ta meuf pour à la fin rester avec et tu nous fais passer pour des cons qui t'avons soutenu. Ça, c'est vrai aussi que ça revient beaucoup quand il y a des embrouilles entre sa copine et son copain que t'interviens. Moi, j'ai déjà eu une histoire comme ça où on était à la bibliothèque à l'époque où j'étais encore en études sup. On a arrêté d'étudier, de réviser. C'était en blocus, un examen de juin et tout, en mode... En plus, nous, on a des têtes. À chaque fois, on a des 6 examens en deuxième session. Mais c'est pas grave, on est des survivants. En gros, on a arrêté d'étudier. On est parti sur le côté. Pam, mon amie, elle a écrit un long message. Elle a insulté. Elle a mis ta. Et à la fin, elle a fait « N'oublie pas, karma is a bitch ». Eh ben, sachez qu'ils sont revenus ensemble encore. Et c'est là que tu comprends que ça sert à rien de trop parler pour rien. Tu perds ton énergie. Oui, surtout quand tu prends le temps de tes amis. Hein. Aussi. Mais bon, j'aime toujours cette personne, c'est ma sœur. Ah, on t'entend pas, Queenie. Ah, on n'entend plus Queenie. Queenie, rebranche ton micro. Rebranche ton microphone. Ah, c'est beau, hein, le live. Les petits problèmes techniques. Queenie sourit, on rebranche avec le sourire. Mumble rap, les amis, sa tête, pardon. Vas-y, je vais relire quelques commentaires en attendant. DJ Kims qui dit Adam et Ève n'avaient pas des amis, ils réglaient leurs problèmes seuls au jardin d'Éden. Lou qui dit l'attente ça rend malade, faut accepter les choses comme elles sont. L'attente aussi c'est peut-être par rapport au fait que t'as l'espoir, tu vois. Surtout, enfin là, je pense surtout aux gens qui sont par exemple dans des relations malsaines, en plus, c'est qui attendent. Enfin, c'est fort, hein. C'est une perte de temps. Il faut pas attendre qu'une personne change pour toi, parce que la personne ne changera jamais parce que tu lui as demandé. Elle va changer parce qu'elle a décidé. Et je vous jure, les gars, je parle par expérience, mais moi, je suis quelqu'un de têtu. J'aime bien essayer de changer les gens, mais je veux récupérer mon temps. Est-ce que je suis revenue? Oui, tu es revenue, Queenie. Ouais. Queenie is back. I'm back. Je vais lire encore 2 petits commentaires, puis on va passer au Ducky Style pour la fin de l'émission. Mister Isere qui dit c'est la responsabilité de chaque personne d'être heureux ou heureuse. Exact. C'est donner trop de pouvoir à quelqu'un d'autre. J'ai ici Alison qui dit il faut toujours cultiver et entretenir sa relation pour que la flamme reste allumée. Et un dernier comme ça au hasard, mieux vaut régler ses problèmes avec sa partenaire à la maison. Ça c'était de Fan Lil Wayne. 1, 2, 3. Merci pour tous ces commentaires. Merci. Je pense que c'est l'heure de jouer avec un petit Ducky Style. Je me demande bien cette fois-ci ce qu'elle a préparé. J'espère que vous êtes prêts. Et vous inquiétez pas, elle va vous expliquer ce que c'est si vous êtes nouveau. Alors, hello, bienvenue dans Ducky Style. C'est la petite rubrique dans laquelle on fait des petits quiz, on fait des petits jeux avec vous. On essaye d'apprendre ensemble ou alors de rigoler, ça dépend des semaines. Et là, cette semaine, aujourd'hui dans l'émission, on a beaucoup parlé de stéréotypes, mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est les stéréotypes de genre. En gros, il y a des trucs que les filles savent faire, les trucs que les garçons savent pas faire. Toujours mettre des gens dans des cases, alors que j'ai l'impression, et Marie, dis-moi si je me trompe, il n'y a rien qui est totalement attribué aux femmes et rien qui n'est totalement attribué aux hommes. Chacun a des sensibilités, des passions, des affinités. Et on va voir tous ensemble un petit peu si vous êtes stigmatisés par ces stéréotypes de genre ou au contraire si vous ne l'êtes pas. Donc pas de honte, pas de jugement ici. Même si vous êtes un petit peu dans le stéréotype de genre, on va essayer d'apprendre et de déconstruire ensemble. Donc ça va être un petit vrai ou faux. D'abord, avec la première question, je vais essayer de savoir si vous savez ce qu'est un stéréotype. Donc, c'est soit réponse A ou réponse B à chaque fois en commentaire, les amis. C'est parti, la première réponse. D'après vous, un stéréotype, c'est une image qui reflète la réalité. C'est la réponse A. Ou alors, une croyance partagée par un groupe à propos d'un autre groupe, c'est la réponse B. Alors, les sexes-lards, à vos claviers. Ça me rappelle mes cours de sciences sociales en 3e secondaire. Justement, Maxi, toi qui as eu des cours de sciences sociales, pour toi, c'est la réponse A ou la réponse B? C'est clairement la réponse B.
C'est clairement la réponse B. Je vois dans les commentaires qu'il y a beaucoup de réponses B. Il y a une petite réponse A. Alors Marie, est-ce que tu peux commenter? Est-ce que les stéréotypes reflètent forcément la réalité ou alors c'est plutôt une image que les gens vont avoir? Je pense que des fois les personnes se disent que les stéréotypes naissent d'un vrai propos, mais non, c'est pas du tout ça. Les stéréotypes, c'est vraiment quelque chose qui peut discriminer toute une population et qui peut devenir une fausse croyance plus le temps avance. Comme on l'a vu au début de l'émission, les hommes noirs ont un gros pénis, c'est un stéréotype, les gars, il faut pas croire que c'est la vérité. Même s'il y a des hommes noirs qui en ont des plus gros, il en existe aussi des hommes blancs, des hommes asiatiques, etc., etc. Alors, il y a Ebony Woman qui nous dit, en sciences sociales, on nous dit que c'est une idée toute faite. Et c'est une idée toute faite, mais qui n'est pas forcément vraie. Alors, on passe à la deuxième question. C'est, les garçons sont naturellement meilleurs en maths et en sciences que les filles. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maxi, les filles, les garçons en maths. J'ai failli répondre par un cliché, mais c'est un cliché qu'il y avait tout le temps à l'école. Et vu qu'on parle de cliché, on va en discuter ensemble, soyons honnêtes. Je dis pas que c'est la vérité. C'est juste quand j'avais 14 ans, à l'époque, le cliché, c'était toujours les garçons asiatiques. Tu connais les garçons asiatiques, les filles asiatiques, c'est toujours eux qui sont doués en mathématiques, tout ça. Un stéréotype aussi. Moi, j'avais le cliché plutôt des Arabes qui étaient bons en maths plutôt que les Asiatiques. Ouais, tu vois qu'en plus ça circule de ville en ville, ça fait vraiment n'importe quoi. À Liège, c'était plutôt, on disait que les Arabes étaient bons en maths, mais alors, il faut savoir que c'est totalement faux. Attends, on va voir les réponses. C'est quoi la bonne réponse? Est-ce qu'il y a réponse C? Pourquoi K qui dit C? Il n'y a pas de réponse C. Il n'y a pas de réponse C, mais peut-être que lui, il a une troisième hypothèse à nous émettre et n'hésite pas à nous la balancer en commentaire. Comme j'ai dit, on est ici pour discuter, on ne juge personne. Mais en fait, c'est complètement faux. Les garçons ne sont pas meilleurs que les filles en maths. Il n'y a rien, aucune étude le prouve. Il y a beaucoup de scientifiques féminines. Ma meilleure amie est prof de maths, par exemple, hein, pour vous donner un exemple concret de la vie de tous les jours. Marie, est-ce que tu as envie de commenter? Ouais, j'ai envie de commenter. En fait, c'est surtout une bataille entre l'inné et l'acquis. On se rend compte qu'on pousse plus les filles dans des matières littéraires et les garçons dans des matières scientifiques. Et donc, quand tu donnes la confiance à quelqu'un pour lui dire tu peux réussir ça parce que tu es un garçon, parce que tu as les capacités, voilà, c'est normal qu'il y ait plus de gars dans ces fields-là, mais c'est pas du tout de l'inné. Alors, on te dit dans l'oreillette. Vas-y, do your thing, girl, do your thing. Bon, les gars, c'est terminé. J'avais encore plein d'autres questions, mais comme on nous a dit dans l'oreillette, c'est terminé, les filles. Il ne reste plus qu'une minute. Donc, le mot de la fin, c'est merci à tous les sexologues. Merci pour vos commentaires. Merci d'avoir été là pendant cette heure de live. Merci à mes copines, Mary et Maxi. On vous fait des gros bisous et à la semaine prochaine. 20h, Instagram. Sexe.